ce qui concerne mon intervention, comme vous pouvez le voir dans le titre, je devais présenter mon travail sur la mondialisation foncière et l'approche par la géographie du droit dans 3 pays d'Asie du Sud-Est continentale, qui étaient le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Et en fait, je n'ai pas eu le temps d'intégrer le Laos, qui est le pays sur lequel je travaille le moins intensivement. Il se trouve aussi que par rapport aux 2 autres pays, je dispose de moins d'informations sur la production du droit et du coup, j'ai décidé de ne pas l'inclure. Pour ceux qui veulent avoir des informations sur le Laos, bien sûr, je pourrais répondre à des questions à ce propos. Parce que j'avais quand même commencé le travail en essayant d'intégrer le Laos, qui était un 3e exemple qui pouvait me sembler intéressant. Alors, je suis géographe, maître de conférences depuis 2002 et je voulais expliquer en fait très rapidement mon cheminement vers la géographie du droit et vers la mondialisation. Donc, comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé par travailler surtout au niveau local, dans les localités, au Vietnam, et je m'intéressais à l'impact des réformes et des politiques publiques sur les sociétés. Et j'ai commencé par m'intéresser d'abord aux politiques publiques environnementales et aux politiques sur les forêts. Et il se trouve que dans la période où je travaillais sur le Vietnam, dans la fin des années 90, il y avait des grands programmes d'allocation foncière, de titrement, qui transformaient énormément les sociétés. Donc je me suis intéressée progressivement, je suis passée des forêts au foncier. Ensuite, pendant la fin de mon doctorat et post-doctorat, je me suis intéressée aux résistances en fait, des sociétés locales, en particulier des Thaïs, qui sont des riziculteurs, face aux réformes foncières. Et j'ai essayé d'expliquer, du point de vue de ces sociétés, ces résistances. Et entre autres, j'ai beaucoup lu du coup d'anthropologie sur le foncier, puisque j'en lisais pas beaucoup auparavant, qui mettait en évidence le rôle central du foncier dans la construction sociale, dans la hiérarchisation, structuration de ces sociétés, qui expliquait en partie ces résistances. Et puis, quand je suis devenue maître de conférence, et pour des raisons aussi personnelles, j'ai commencé à avoir beaucoup moins de temps pour faire du terrain au Vietnam. Comme vous savez, c'est des terrains qui sont relativement difficiles. On peut passer 2 ou 3 mois à obtenir les autorisations pour accéder aux zones d'études. Et du coup, j'ai commencé à travailler en fait un petit peu sur les mêmes sujets, mais non plus du point de vue du local, mais du point de vue de l'État national, en me demandant ce qui rendait possible en fait l'expression de ces résistances au niveau local du point de vue du central, puisque l'État vietnamien est considéré comme un État fort, qui a une forte maîtrise des sociétés et du territoire, et je trouvais assez étonnant que puisse se manifester autant de diversité locale des systèmes fonciers. En fait, on observe une très grande diversité en dépit de politiques nationales menées apparemment de main de maître. Donc je me suis intéressée du coup aux institutions foncières au niveau national qui rendaient possible cette diversité. Et progressivement, je me suis intéressée au droit et à la production du droit au Vietnam. Et je me suis rendu compte que le droit vietnamien était, alors je ne suis pas juriste, mais je me suis rendu compte que le droit vietnamien était original et que résidait en partie dans le droit l'explication de la possibilité de cette diversité au niveau local. Ce qui m'a conduit à m'intéresser particulièrement au droit comme étant un élément de production de l'espace. Et puis je me suis rendu compte aussi que dans cet exercice que réalisait le Vietnam de produire une législation foncière, il recevait énormément de pression de certain nombre d'acteurs externes, en particulier de la Banque mondiale ou d'autres grandes organisations qui en fait exerçaient des pressions pour qu'ils transforment le droit foncier pour aller vers plus de propriété privée, plus de libéralisme. Et progressivement, l'État vietnamien s'est mis à produire du droit de façon différente. Et le droit qu'il a produit a été transformé par ces pressions et par en fait, son inclusion aussi, évidemment, dans le marché, son ouverture économique. Du coup, je me suis intéressée, j'ai un peu ouvert mes recherches pour m'intéresser à la production du droit, non seulement au Vietnam, mais aussi dans les pays voisins, pour voir si les mêmes processus avaient lieu, ce qui m'a conduit à m'intéresser au cas du Cambodge et un peu plus marginalement au Laos et à la Birmanie. Voilà donc comment j'en suis venue à la mondialisation foncière et à la géographie du droit. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces éléments-là en introduction. Donc la mondialisation foncière, je la conçois comme étant produite par 2 processus qui sont intimement liés. L'un de ces processus qui a été observé par pas mal de chercheurs sur le foncier, c'est la convergence au niveau mondial des institutions foncières vers un régime unique d'appropriation qui tend vers la propriété privée, qui n'en est pas réduit. Alors qu'on le voit dans les anciens pays socialistes qui sont pour la plupart passés très rapidement
à des systèmes de propriété privée, avec beaucoup de problèmes qui ont été posés par ce passage, avec quelques pays qui résistent quand même à cette forme, je dirais, dominante de la propriété, dont la Chine, le Vietnam, la Biélorussie, et encore un certain nombre d'États. On voit aussi cette convergence dans d'autres pays du Sud qui mettent en place des révisions de leurs institutions foncières vers des régimes de propriété, et quand il n'existait pas, quand elles existaient déjà, ce régime de propriété, qui les adaptent de façon à rendre possible l'arrivée de capitaux, la circulation des terres à une échelle supérieure à l'échelle nationale. On voit aussi, et ça je pense que tout le monde l'a observé, un petit peu la mise en place de législations qui sont de plus en plus favorables aux investissements privés et étrangers, avec toutes sortes de régimes d'appropriation, dont le régime de la concession, qui est beaucoup utilisé en Asie. Ces réformes foncières sont qualifiées de Regressive Land Reform par certains chercheurs, ou alors de contre-réforme agraire, par comparaison avec les réformes qui avaient lieu dans les années 60 et 70, qui étaient plutôt des réformes distributives. Aujourd'hui, ce sont plutôt des réformes qui ont tendance à provoquer des phénomènes de concentration dans les États dans lesquels elles sont mises en œuvre. Le second processus qui, à mon sens, produit la mondialisation foncière, c'est celui qui est lié, qui est rendu possible par le précédent, des appropriations de terres à grande échelle, qui est un phénomène qui a été amplifié à la fin de la guerre froide et qui, à nouveau, a connu un phénomène d'amplification après la crise alimentaire et financière de 2007-2008. Alors Gérard Schucker l'a beaucoup étudié, beaucoup d'entre vous aussi. Elle se traduit par une extension au monde des technologies, de l'agro-industrie, donc avec des modèles économiques agricoles qui sont un petit peu les mêmes partout dans le monde, avec une modification très très importante des rapports à la terre et des rapports au lieu, aussi dans les États où elles sont menées, avec des processus de délocalisation, d'expropriation, la transformation aussi des relations à la terre avec la forme de contractualisation ou de salariat, selon les cas, et puis des processus d'urbanisation qui sont d'ailleurs appelés de leur vœu par une partie des États qui rendent possible ces appropriations. Et un phénomène qui est très intéressant, dont je vais peu parler aujourd'hui, c'est que ces appropriations de terres à grande échelle provoquent des réactions de contestation sociales qui sont de plus en plus organisées, à des niveaux de plus en plus élevés, et qui ont tendance à travailler les sociétés aussi bien par le bas que par le haut, et qui transforment en fait les rapports de pouvoir autour du foncier, et qui me semble très intéressant à étudier. Alors ces deux processus de mondialisation, ce qui me paraît assez intéressant, c'est que permet de voir les effets du droit sur l'espace et sur la société, en lien donc avec cette convergence des institutions foncières. En ce qui concerne la géographie du droit, là je vais passer un petit peu vite, c'est un champ de la géographie qui est en fait développé aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon de façon plus large, à partir des années 70. C'est lié en fait un petit peu aussi aux recherches qui ont été menées en termes de justice spatiale, par des constats qui avaient été faits du pouvoir qu'avait l'espace dans les grandes villes américaines, de reproduire en fait des phénomènes de marginalisation et des phénomènes de ségrégation dans ces grandes villes. Alors dans la géographie du droit, legal geography américaine, il y a plusieurs façons de travailler les droits. Donc un certain nombre de chercheurs s'intéressent au droit qui est dans l'espace et s'intéressent au pouvoir de l'espace sur les sociétés, mais aussi bien au niveau, je dirais, de la construction de groupes sociaux importants qu'au niveau individuel, puisqu'ils travaillent sur le fait que la vie sociale est saturée de droits et que même dans les habitations, dans le quotidien, un certain nombre de nos façons de faire et des éléments qui nous définissent les rôles que nous avons dans l'espace sont définis par le droit. D'autres chercheurs s'intéressent plutôt au droit qui est à l'espace qui est dans le droit, c'est ce que moi je vais faire dans ce travail, et s'intéresse au droit comme discours, mais un discours qui a la capacité de transformer les façons de penser et les façons d'agir des habitants. Et donc les gens qui s'intéressent à l'espace qui est dans le droit vont s'intéresser, pour la plupart d'entre eux, à l'interprétation géographique du droit, donc souvent à l'exercice de la justice, mais aussi à l'élaboration de la jurisprudence, puisque redéfini en permanence, réintroduit dans le droit des
des processus d'organisation de l'espace. Et puis, il y a un courant qui est peut-être le plus dynamique aujourd'hui, qui est la géographie du droit critique, pratiquée surtout par Blomley et Delaney, et qui consiste à considérer, en fait, pour aller un peu vite, que l'espace et le droit sont deux catégories qui sont très proches, puisque la mise en ordre de l'espace par le pouvoir, il s'intéresse au pouvoir, en fait, et à l'utilisation qu'il fait de l'espace. La mise en œuvre de l'espace passe très souvent par le droit, et inversement, la mise en ordre par le droit est souvent résumée, peut souvent se résumer à une mise en ordre par l'espace. Donc du coup, leur approche critique consiste en fait à regarder comment le pouvoir produit du droit pour organiser l'espace. Donc c'est aussi dans ce courant-là que moi je m'inscris. Juste très rapidement, en France, la géographie du droit n'est pas encore constituée comme un champ disciplinaire. C'est en train de se constituer, il y a de plus en plus de publications, de séminaires sur la géographie du droit. Il y a un certain nombre de résistances en fait, du côté des Français, et je dirais plus généralement des géographes qui travaillent dans des pays de droit civiliste, parce que, en raison de un moindre développement de la jurisprudence, le droit est beaucoup moins proche en fait, traduit moins les évolutions de la société et est considéré comme une prérogative de l'État. Et donc du coup, il intéresse moins les géographes qui ont tendance à ne pas prendre au sérieux les dimensions spatiales du droit. En France aussi, on a un autre handicap qui est celui de la forte centralisation et la faiblesse du droit local, qui du coup a tendance à déconnecter en fait, les évolutions de la société avec celle de la production du droit. D'un autre côté, ce sont souvent aussi des juristes en fait, qui s'intéressent à la géographie du droit. Et en France aussi, on peut observer que jusqu'à présent, même si les juristes s'intéressent de plus en plus à la géographie, ont tendance à réduire, je l'ai encore vu dans un article très récent d'un juriste, ont tendance à réduire la géographie à une science des localisations et donc du coup à ne pas opérer ce rapprochement quand bien même les juristes s'intéressent à l'espace. Ils ne s'inscrivent pas dans la géographie du droit et considèrent un petit peu le droit comme un système clos qui penserait l'espace par lui-même. Alors, dans ce champ de la géographie du droit qui se développe en France, les domaines qui sont les plus travaillés par cette géographie du droit, c'est les domaines des études urbaines et de l'aménagement, où le droit a une place importante, et puis un petit peu aussi les politiques publiques environnementales, mais le développement reste encore assez peu important. Tous les géographes qui s'intéressent à la géographie du droit ont pour héritage les travaux d'Henri Lefebvre. Alors c'est assez intéressant parce qu'en géographie, Henri Lefebvre est, je dirais, à la mode. Depuis quelques années, il revient en force dans les travaux des géographes qui s'intéressent en fait à l'espace comme un produit social et politique. Alors c'est pas nouveau, mais on voit ce retour en fait d'Henri Lefebvre et il correspond de façon assez nette aussi au développement de la géographie du droit. Donc on voit cette double correspondance. Alors cette correspondance n'est pas très étonnante puisque Henri Lefebvre fait, je résume vraiment sa pensée, hein, je l'appauvris, mais s'intéresse à la modernité, à la façon dont la modernité est advenue avec l'émergence de l'État, avec un de ses outils qui est le droit positif et le développement évidemment du capitalisme en lien avec la propriété privée. Donc ça rejoint l'intérêt pour le foncier. Et Henri Lefebvre travaille sur l'idée du passage d'un droit qui aurait un caractère absolu, qui serait, d'un espace qui aurait un caractère absolu, qui est l'espace de l'immédiateté de la pratique. C'est un espace qui concerne et qui met en branle l'ensemble des groupes et de l'ensemble de leurs dimensions vers un espace qui est produit selon lui par la violence, par l'État et par le droit, et qu'il caractérise comme étant un espace abstrait ayant un certain nombre de propriétés qui sont l'homogénéité. Alors l'homogénéité, ce n'est pas une caractéristique de l'espace, c'est l'objectif qui est assigné à l'espace dans la modernité, entre autres par le biais de la propriété privée. Une autre caractéristique de l'espace abstrait, c'est la hiérarchie, avec la formation de catégories fonctionnelles, donc des espaces récréatifs qui seraient adjacents à des espaces d'habitat ou des espaces de production, ce qui n'existe pas, cette hiérarchie dans l'espace absolu. Et puis la fragmentation qui est énormément étudiée en géographie, qui est considérée comme étant la caractéristique la plus marquée
de l'organisation spatiale et de l'espace de la mondialité. Voilà, donc du coup, je vais aussi m'intéresser à ces caractéristiques de l'espace abstrait, dont je fais l'hypothèse qu'ils adviennent en même temps que est mis en place la propriété privée dans les États auxquels je vais m'intéresser. Alors, dans cet ensemble, je dirais un petit peu théorique, moi, je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé et qui consiste en une approche comparée en amont du droit, donc au niveau de la production du droit, de façon à tenter d'éclairer un moment particulier de la production de l'espace mondialisé et de la façon dont advient en fait cet espace et produit cet espace dans les États sur lesquels je travaille. Alors l'espace mondialisé, je le considère comme étant la manifestation spatiale de la domination du modèle économique et social capitaliste et libéral, et il se traduit de façon simplifiée par l'émergence de la propriété privée comme unique mode d'appropriation. Il est rendu possible par l'État et le droit positif, mais il se produit dans un contexte qui est différent de celui qu'observait Henri Lefebvre, dans la mesure où un certain nombre de forces externes à l'État sont imposées par la mondialisation, entre autres la force des échanges, des circulations qui sont... Alors ce n'est pas nouveau non plus comme phénomène, mais ça prend des dimensions qui sont plus importantes aujourd'hui. Aussi le poids que peuvent jouer les firmes multinationales ou les grandes organisations internationales dans la production du droit, donc ces forces s'exerçant sur l'État et sur le droit. Et je fais aussi l'hypothèse que l'espace mondialisé a les caractéristiques de l'espace abstrait, et c'est ce que je vais essayer de rechercher dans les différents pays. En ce qui concerne le droit, et là je travaille de façon un petit peu différente les principaux courants de la géographie légale, puisque je vais m'intéresser à la fabrique du droit au sens étroit de la production des textes de loi. Je ne m'intéresse pas à la jurisprudence, je ne m'intéresse pas au droit en train de se faire et de se dire lorsqu'il est mis en application, simplement au moment de la production des textes de loi, parce qu'il me semble que c'est dans les pays dans lesquels je travaille et qui ont reconstitué leurs institutions foncières en une vingtaine d'années, il me semble que c'est un moment propice à l'observation des jeux de pouvoir et des jeux d'acteurs qui ont lieu autour du droit pour aller vers des systèmes de propriété privée et pour aller vers l'économie de marché. Donc c'est un moment d'action publique dans lequel se produit la mise en ordre géolégale et dans lequel les jeux de pouvoir sont particulièrement intenses. Je m'intéresse aussi au contenu des textes de loi, donc à la textualisation juridique, parce que le contenu des textes de loi contient les projets sur l'espace qui sont formulés par les différents acteurs, par l'État, par les juristes qui produisent le droit, sous l'influence des organisations internationales ou d'autres grandes institutions qui peuvent jouer sur le droit. Le contenu des textes de loi est lui-même travaillé par l'espace produit. Donc j'ai essayé de représenter le mouvement du droit. Alors mes juristes m'excuseront d'avoir réduit le mouvement des droits à quelque chose de relativement simple. En fait, le droit qui agit en fait en permanence entre l'espace qui est dans le droit et l'espace produit, qui est d'une certaine façon l'espace réel, qui n'est pas déconnecté de l'espace qui est dans le droit, et qui se réalise et s'actualise par la réalisation du droit, c'est-à-dire essentiellement la jurisprudence et la justice, mais aussi par la fabrique du droit, c'est-à-dire l'écriture et la transformation progressive des textes. Les deux sont évidemment extrêmement liés, puisque l'actualisation des textes se fait en général par la relecture de la jurisprudence et par toutes les évolutions qui ont lieu en dehors des textes. Donc la textualisation juridique, elle a l'avantage d'intégrer d'autres processus d'actualisation du droit, de réalisation du droit qui se font en dehors de cette textualisation. Et je fais l'hypothèse qu'il peut être intéressant de les lire à l'intérieur des textes de droit et d'essayer de les retrouver. L'espace produit agit sur les façons de penser et d'agir et donc agit aussi sur les producteurs du droit, de la même façon que l'espace qui est dans le droit, et ça c'est une hypothèse forte de la géographie du droit, l'espace qui est contenu dans le droit a la capacité, par la force du droit et par son existence même, d'agir sur les façons de penser et d'agir des acteurs, et donc de transformer finalement l'espace qui est produit. Donc je fais un peu l'hypothèse de la force du droit. Dernier élément de positionnement, c'est celui de la comparaison, pour mettre en lumière différentes façons dont advient l'espace
mondialisée. Cette comparaison, en fait, elle est presque venue, je dirais, en amont de mon travail, lorsque je me suis rendu compte que deux États qui étaient très proches l'un de l'autre, le Vietnam et le Cambodge, avaient tous les deux, en fait, mis en place des processus de transformation de leur législation sur des modes qui étaient complètement différents. Et ce sont des États qui ont fait des choix politiques et économiques aussi extrêmement différents. Du coup, ça rend intéressant ce passage, puisqu'on peut voir apparaître des façons de faire qui sont très différentes, qui vont les deux États vont dans le même sens, vers la propriété privée, vers la possibilité du marché, mais ne suivent pas le même cheminement. Du coup, c'est aussi un des éléments qui m'a conduit à faire ce choix. Alors, ça aurait été intéressant d'intégrer le Laos, mais je pense que le Vietnam et le Cambodge sont quand même les deux exemples un peu types de ce qui se produit, sachant que le Laos suit pas mal l'exemple du Vietnam. Enfin, il est un peu hybride entre les deux. Ça aurait pu être intéressant pour ça. Alors, en ce qui concerne ma présentation, je vais rapidement revenir sur le retour au droit, en fait, c'est-à-dire vous présenter le contexte global de production des institutions foncières au Vietnam et au Cambodge. Donc, c'est revenir un tout petit peu sur l'histoire de ces deux pays. Ensuite, je vais procéder un petit peu de façon duale en étudiant ce que disent les lois, c'est-à-dire ce que contiennent les textes de loi, pour mettre en évidence en fait des processus juridiques qui sont très différents. Ensuite, ce que ne disent pas les lois, c'est-à-dire la façon dont elles ont été produites, les jeux d'acteurs qui ont entouré cette production des textes et qui expliquent en partie non seulement ce que contiennent les textes, mais aussi la façon dont ils sont mis en application. Et ces différents éléments vont avoir des effets sur l'espace, ce que je vais essayer de vous montrer aussi. Alors c'est la partie un petit peu la plus exploratoire de mon travail, et je pense que vous aurez des questions à me poser à ce sujet. En ce qui concerne les deux pays qui sont à l'étude, excusez-moi, je vais un peu vite, sinon je ne vais pas y arriver. Ce sont donc deux pays voisins qui sont souvent décrits comme des frères ennemis, qui sont à la fois de grande proximité et des différences majeures. Ce sont deux États dans lesquels le poids de l'agriculture, mais c'est vrai pour toute l'Asie du Sud-Est continentale, est encore extrêmement important. Alors j'ai mis en bleu les points de convergence des deux États. Donc les emplois agricoles représentent plus de 60% des emplois, donc l'agriculture a encore une place importante. Les terres agricoles représentent plus d'un tiers du territoire, donc ce sont des territoires qui sont encore largement destinés à l'agriculture. Par contre, les deux pays n'ont pas du tout les mêmes populations, avec d'un côté 15 millions d'habitants et de l'autre plus de 90 millions d'habitants, et des densités qui sont extrêmement différentes, puisque le Vietnam aujourd'hui dépasse 300 habitants au kilomètre carré en moyenne, alors qu'au Cambodge, 300 habitants au kilomètre carré, ça représente les pics de densité dans les espaces agricoles. Donc du coup, ces deux États ne subissent pas de la même façon le poids de la population et le poids de la ruralité, ce qui est aussi un élément explicatif de la façon dont ils ont produit leurs appareils juridiques. Donc quelques repères vers la transition, donc j'ai mis des étoiles en rouge pour montrer en fait que ces deux pays se caractérisent en fait par la mise en place d'une collectivisation. Ce sont deux exercices de collectivisation qui ont été extrêmement forts. Au Vietnam, alors je me suis surtout intéressée au Nord-Vietnam. Au Nord-Vietnam, donc dès l'indépendance en fait en 1954. D'abord, il y a eu une réforme agraire et puis à la fin des années 50, le lancement de la période de collectivisation. Et du coup, la collectivisation a touché les espaces du Nord-Vietnam pendant une trentaine d'années. La collectivisation n'a pas défait totalement les liens qui existaient à la terre précédents, mais les a quand même profondément transformés, ne serait-ce que par sa durée. Dans le sud du Vietnam, la collectivisation a commencé en même temps que la collectivisation Khmer Rouge en fait, au Cambodge en 1975. Donc elle est moins ancienne, elle est aussi moins développée. En ce qui concerne le Cambodge, donc, elle a été mise en place par les Khmer Rouges à partir de 1975. Les Khmer Rouges ont absolument détruit tous les cadastres, ont complètement rejeté en fait, les systèmes de propriété qui existaient avant 1975. Donc on peut dire qu'ils ont aussi lancé sur les routes, ça vous le savez, la population du Cambodge. Donc même si la collectivisation n'a pas été aussi longue qu'au Vietnam, elle a été une transformation profonde pour la société. Et ensuite, il y a eu une autre
au moment de la chute des Khmers rouges qui ont été renversés par les Vietnamiens. Les Vietnamiens sont restés en fait proches du pouvoir cambodgien pendant 10 ans, de 1979 à 1989, et ils ont poursuivi le processus de collectivisation sous une autre forme. Donc du coup, la collectivisation s'est poursuivie jusqu'à 1989. Dans les deux États, la décollectivisation commence progressivement au début des années 80, des deux côtés en fait, mis en place par des Vietnamiens, et le processus d'ouverture économique s'étend jusqu'à la fin des années 80. Donc l'ouverture économique au Vietnam est lancée officiellement en 1987, et au Cambodge, on peut dire qu'elle est mise en œuvre à partir de 1989, une nouvelle constitution et le départ des Vietnamiens. Donc à partir de 1989, le Cambodge fait le choix d'une démocratie, de se constituer en démocratie. C'est une démocratie très libérale, alors que le Vietnam s'ouvre, mais a fait le choix du socialisme de marché. Alors, voilà les quelques éléments de repère. Ce qui est important, oui, ce que je voudrais dire, c'est que ces États avaient totalement annulé l'ensemble des institutions foncières qui existaient, et à partir des années 80, produisent de nouvelles institutions. Alors elles sont évidemment inspirées des périodes précédentes, mais d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a quasiment un état zéro des institutions. Ils reproduisent, recréent en fait ces institutions, ce qui rend assez intéressant l'observation des différences entre les deux pays. Le retour au droit, en fait, il n'est pas immédiat. Dans un premier temps et dans les années 80, en ce qui concerne le Vietnam, la décollectivisation se fait non pas par la sortie des coopératives, mais par la réforme des coopératives. Et elle se fait à coup de directives qui sont des décisions qui sont prises au plus haut niveau, donc par le Politburo. Les deux directives qui sont les plus importantes pour le droit, enfin pour le retour du droit, c'est la directive 100 en 1981 et la directive 10 en 1988. Ce sont des directives qui modifient les rapports de production au sein des coopératives et qui permettent une réallocation des terres au niveau individuel. Au moment de la directive 100, l'allocation des terres doit être annuelle et les contrats de production sont encore lourds, les contrats qui lient les coopérateurs aux coopératives, puisqu'ils n'ont pas le choix des cultures et ils doivent encore livrer une partie très importante de leur production. Et puis en 1988, avec la directive 10, les contrats sont allégés et les durées d'allocation des terres au sein des coopératives sont précisées et sont plus longues, puisque pour les rizières, il s'agissait de durées de 5 ans, 15 ans pour les cultures pérennes et 30 ans pour les espaces de forêt. Donc c'est d'abord une réforme des coopératives qui se fait d'une certaine façon en dehors du droit, par des directives mise en place par le Politburo. Le Vietnam, et c'est assez intéressant, se dote d'une première loi foncière en 1987, au moment de l'ouverture économique, mais c'est une loi qui est passée complètement inaperçue, qui n'a d'ailleurs jamais été traduite à ma connaissance, et qui est d'une certaine façon avortée parce que la directive qui est la directive 10, qui arrive à peu près 6 mois après, va beaucoup plus loin que la loi de 1987 et donc la rend obsolète et elle n'est quasiment pas appliquée. Donc il y a une première, je dirais, tentative de légiférer, de produire une loi foncière qui... elle est très peu connue. La plupart du temps, les gens considèrent que la loi suivante, qui est celle de 1993, est la première loi foncière du Vietnam. Pourtant, elle lui ressemble beaucoup, hein, mais elle n'a pas du tout été médiatisée, elle n'a pas été utilisée, appliquée. Au Cambodge, le retour au droit, en fait, sans grande surprise, se produit un petit peu de la même façon, puisque ce retour est opéré par les Vietnamiens. Donc les Vietnamiens qui ont créé des groupes de solidarité en 1979 à leur arrivée pour essayer d'organiser la production dans un Cambodge complètement désorganisé. Et de la même façon qu'ils subissent en fait des pressions internes pour réformer leur système sur le territoire vietnamien, ils subissent aussi ces mêmes pressions sur le territoire cambodgien et ils sont obligés en fait progressivement de prendre des décisions, de mettre en place des décrets ou des circulaires qui transforment les groupes de solidarité. On retrouve à peu près les mêmes dates, hein, 81 pour les contrats 100 au Vietnam. L'année suivante au Cambodge, il y a une décision qui est prise par le gouvernement de transformer les groupes de solidarité et de permettre au sein de deux, donc il y a 3 types qui sont créés, au sein de 2 des types, ils sont autorisés à distribuer les terres au foyer. 3 ans plus tard, un sous-décret aussi est édicté et reconnaît l'usage individuel des terres
pour l'habitat et la production de subsistance dans tous les groupes de solidarité. Donc du coup, il n'y a plus de différence entre les différents groupes de solidarité et l'usage individuel est reconnu toujours au sein de ces groupes. Et puis, en 1989, au départ des Vietnamiens, la réforme se fait relativement progressivement, donc ce ne sont plus les Vietnamiens qui écrivent le droit à partir de ce moment-là, ce sont des Cambodgiens, et on voit apparaître en fait, dès l'année 89, une très grande confusion dans les institutions foncières qui sont mises en place, avec une constitution en 1989 qui ne reconnaît pas la propriété foncière et qui reconnaît uniquement le droit de posséder, donc la possession. Le régime de la possession, c'est un régime qui autorise, en fait, qui sécurise l'usage de la terre pour tout foyer qui a utilisé la terre pendant plus de 5 années consécutives. À partir du moment où ces 5 années consécutives, soit de résidence, soit de mise en culture, existent, on considère que l'usage est sécurisé, à condition de ne pas interrompre cet usage pendant une durée supérieure à 3 mois. Donc c'est un processus classique de reconstitution de la propriété privée. Mais la propriété de la terre n'est pas reconnue par la Constitution. La propriété, en revanche, est reconnue par deux textes qui passent un petit peu inaperçus, mais finalement qui sont relativement importants. C'est un sous-décret et une circulaire qui reconnaissent la propriété des habitations et qui créent le régime de la concession, qui est un régime qui permet d'accéder à la terre aux étrangers et sur lequel je reviendrai plus tard. L'intérêt aussi de ces surtout de la circulaire de 1989, c'est qu'elle rejette totalement la propriété qui était antérieure à 1979. Donc il est fait table rase de toutes les formes de propriété antérieures, de façon à ne pas rendre possible la revendication de droits de propriété pour des Cambodgiens qui seraient partis à l'étranger ou qui se seraient déplacés sur le territoire, de façon à reconstituer la propriété à partir de l'état de l'usage des terres en 1989. Donc je dirais il y a des novations qui sont assez intéressantes en 1989. Malgré tout, la contradiction entre la Constitution et les sous-décrets et la circulaire font qu'il y a une assez grande confusion dans ce qui peut être fait ou non, et du coup une interprétation très confuse aussi et très variable en fonction des acteurs de ce que contient le droit. Je vais finir sur le retour au droit pour indiquer que cette confusion en fait continue au Cambodge, puisque 3 ans après 1989, une première loi foncière est mise en place en 1992. Cette loi reconduit le régime de la possession et ne reconnaît pas la propriété foncière. Alors que la nouvelle constitution, donc on retrouve le même processus que celui qu'il y a eu en 89, c'est-à-dire une confusion entre la loi et la constitution. Donc la constitution de 93 reconnaît la pleine propriété foncière applicable à toutes les terres, ce qui contredit la loi de 1992 et qui la rend quasiment inapplicable. Donc du coup, il n'y a pas de cadre juridique formel et je dirais clair du système foncier. Ce n'est pas le cas au Vietnam, qui, alors qu'il reste socialiste, se dote en fait de droits qui n'a pas cette confusion, puisque la loi foncière qui est promulguée en 1993, qui est vraiment le pivot du nouveau système juridique foncier, se fait en conformité avec la nouvelle constitution et ne reconnaît pas la propriété individuelle de la terre, mais la possibilité d'obtenir des droits d'usage individuels qui sont enrichis de droits associés. Je vais revenir aussi sur cette idée-là. Donc le régime foncier qui apparaît au Vietnam au début des années 90 est un régime foncier cohérent et encadré par la loi, alors que ce n'est pas le cas du Cambodge qui a pourtant fait le choix de devenir un pays démocratique. Alors voilà pour un certain nombre de particularités du retour à la loi, et on va voir que on retrouve dans les textes mêmes ces éléments de confusion ou ces éléments d'efficacité des deux systèmes juridiques. Alors, en ce qui concerne le Vietnam, c'est un pays qui a eu une très intense production légale à partir de la fin des années 80. Il s'est doté de 4 lois foncières, 87, 93, 2003 et 2013, et tous les 5 ans, des amendements à la loi qui sont très importants aussi, qui sont quasiment considérés comme des nouvelles lois. Donc il y en a eu un en 1998 et un en 2008, ce qui fait qu'il y a la législation est modifiée tous les 5 ans.
Et entre ces grands textes, il y a une intense production de décrets, d'applications, de circulaires. Et tous les 5 ans, il y a une réactualisation du droit pour tenir compte des évolutions qui ont eu lieu entre les différents textes. Alors moi, je vais m'intéresser essentiellement aux grands textes. Et ce qui est intéressant dans ces textes, c'est que l'on voit qu'ils fonctionnent toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'ils contiennent tous des grands principes qui ne sont pas modifiés et qui sont maintenus à l'intérieur du texte, de façon à pouvoir continuer à avoir un discours et à maintenir d'une certaine façon une idéologie de type socialiste. Et par contre, en dehors de ces grands principes que je vais vous décrire, les textes sont transformés par des modifications qui sont apparemment mineures, mais qui s'accumulent, de sorte que progressivement, et sans le dire, la nature du régime d'appropriation devient un régime de propriété privée. Sans créer la propriété privée, petit à petit, les droits dont sont dotés les particuliers sont des droits qui ressemblent à ceux de la propriété privée. Alors, les grands principes de départ et qu'on retrouve jusqu'au texte de 2013 et qui sont toujours présents dans la législation, c'est que, c'est pas très original, on retrouve ça aussi d'ailleurs dans les législations cambodgiennes, c'est que les terres sont la propriété du peuple entier gérée par l'État. Donc il y a une sorte de propriété éminente de la terre qui est symbolique, qui appartient au peuple. En conformité avec ce principe d'une propriété qui serait celle du peuple entier, les droits qui sont concédés aux individus sont des droits d'usage et non pas des droits de propriété. Ces droits d'usage sont extrêmement encadrés par le droit. Entre autres, ils sont limités en superficie, donc les terres auxquelles on peut accéder ont des limites spatiales. Ils sont aussi encadrés par des durées. Alors j'ai mis égalitaire avec des guillemets. Au départ, il y a des redistributions qui tendent à une redistribution égalitaire en fonction du nombre de bouches à nourrir par chacun des foyers. Mais l'encadrement du droit reste présent, vous verrez qu'il évolue, de façon à ne rendre difficile les processus d'accumulation et à pouvoir maintenir une certaine forme d'égalité dans la répartition de la terre. Alors je parle assez exclusivement du foncier rural, puisque dans le foncier urbain, il y a des modifications, mais ça serait un petit peu trop long à tout présenter. Donc ça, c'est un premier grand principe qui reste jusqu'à la fin. L'autre grand principe de la législation foncière vietnamienne, et c'est pour ça que je parle de matrice foncière vietnamienne, c'est des principes de classification. Donc des classifications des terres qui en fait prennent la forme de la planification. C'est une planification descendante. Au niveau national sont décidées les grandes catégories d'usage des terres. Donc il y a 19 catégories aujourd'hui, des terres agricoles, des terres non agricoles. Et en fonction de ces catégories, les différents droits et devoirs associés aux droits d'usage vont varier. Et puis il y a aussi des systèmes de classification des usagers qui sont mis en place. Les usagers se différenciant en fonction que ce soit des particuliers, des entreprises, en fonction de leur nationalité, s'ils sont vietnamiens, étrangers, ou s'ils ce sont des étrangers d'origine vietnamienne. Chacun de ces types de nationalités vont avoir des droits différents. Et donc se constitue une grande matrice on peut simplifier de cette façon-là. En fonction du croisement de qui on est et du type de terre auquel on accède, on va avoir des droits fonciers qui vont être différenciés. Ce qui permet à l'État vietnamien de continuer en amont du droit foncier à organiser l'espace et la société, donc en dehors, je dirais, du régime d'appropriation. La façon dont est constitué en fait l'espace au Vietnam est celui de la planification et la société est organisée par des grandes classes sociales qui sont produites dans le texte. Donc un espace et les sociétés qui sont organisées a priori par la planification. Et oui, pardon. Du coup, l'État conserve une maîtrise forte de la production spatiale et aussi de la production sociale. Donc cette matrice foncière qui au départ est relativement simple, il y a des grandes classes de terres et des grandes classes d'individus, des grandes classes sociales, je dirais, en lien avec le statut et la nationalité. Cette matrice foncière se complexifie au cours du temps et au cours de la production légale. Les modifications qui ont lieu sont des modifications qui portent sur les superficies allouées, donc la dimension des superficies dont peuvent disposer les individus augmente avec le temps, donc passe de 2 ou 3 hectares pour la riziculture à 5-6 hectares. Les espaces forestiers aussi ont des superficies qui sont de plus en plus importantes. Ce qui est modifié surtout
sont les durées d'allocation. Au départ, pour les rizières, les durées d'allocation étaient de 5 ans, elles sont passées à 15 ans, et puis elles sont passées à 20 ans, et aujourd'hui elles sont de 50 ans. Donc il y a une sécurisation des droits d'usage qui se met en place. Pour les forêts, il n'y a plus de durée d'allocation. Donc elles sont allouées, je dirais d'une certaine façon à perpétuité, excusez-moi, sans durée, pardon. Par contre, les droits associés aux droits d'usage sont très importants en ce qui concerne les catégories agricoles et sont quasiment nuls pour les forêts. Donc on n'a pas le droit de transférer les forêts, on n'a pas le droit de les vendre. Du coup, évidemment, le droit s'éteint avec la personne qui les détient. Donc les droits associés aux droits d'usage, en 1993, ils sont encore relativement réduits. C'est les droits de vendre et de transférer essentiellement. Et petit à petit, des droits sont rajoutés avec le droit d'hypothéquer, le droit d'apporter la terre au capital dans la constitution d'une entreprise. Donc ce produit, en fait, ces droits d'usage commencent progressivement à ressembler à de la propriété privée individuelle qui serait constituée par ajout. Dans les systèmes civilistes, en fait, on crée la propriété privée entière et ensuite la propriété privée est, je dirais, réduite par les autres législations. Elle est progressivement empiétée pour ne plus être entière. Alors que là, le gouvernement vietnamien, sans le dire, produit de la propriété privée en ajoutant systématiquement des droits qui s'accumulent et qui sont reconnus aux différents usagers. On voit aussi au cours du temps une multiplication des usagers autorisés. Au départ, ce sont par exemple les usagers des terres agricoles ne peuvent être que les résidents des villages considérés. Puis petit à petit, les urbains, les étrangers, les entreprises peuvent accéder à différents types de terres. Donc il y a une multiplication des usagers possibles. Et puis il y a aussi une multiplication des modalités d'accès. Au départ, on obtient la terre uniquement par allocation de l'État, c'est la survivance de systèmes d'allocation au sein des coopératives. Petit à petit, on a le droit, enfin, les usagers ont le droit d'acheter de la terre. Ils ont aussi, les Vietnamiens créent un système de location qui est extrêmement efficace et qui permet de louer de la terre pour 50 ans ou 99 ans en payant les loyers en avance, ce qui du coup ressemble beaucoup à un achat de terre, mais déguisé sous la forme d'une location. Donc du coup, le droit est transformé pour en fait créer une forme d'accès à la terre qui ressemble beaucoup à la propriété privée, mais qui n'en est pas, en tout cas qui ne le dit pas. Cette matrice foncière vietnamienne, avec le temps, devient extrêmement complexe et il y a, les juristes vietnamiens estiment que le droit est devenu totalement inapplicable, tant il est compliqué. Et la loi, alors je ne vous demande pas de le lire, hein, je vais juste commenter comment j'ai réalisé. La loi en fait procède par l'énumération de tous les cas possibles. Si vous êtes un individuel, que vous habitez dans un village de montagne, que la terre que vous avez est une terre de forêt, vous avez le droit de faire ça, ça, ça et ça et ça. Et donc il y a des listes extrêmement longues. Et moi j'ai essayé de le reconstituer en haut, mettant en évidence les éléments qui ont des effets sur les droits et en bas les différents types de droits qui sont attribués. Alors ce sont les droits et les devoirs aussi, puisque en fonction des types de terres et de qui on est, on va payer une taxe ou pas payer de taxe, on va payer des impôts, on va payer des mutations ou non, on va avoir droit à la terre pendant 5 ans ou pendant 15 ans, et en fait c'est un espèce de grand et gentil bazar que la loi foncière de 2013. Donc c'est une loi quasiment inapplicable, qui évidemment est extrêmement critiquée et qui fragilise un petit peu la position de l'État par rapport au droit qu'il a produit. À partir d'un droit qui au départ était cohérent, la façon de faire de ce droit l'a rendu extrêmement complexe. Au sein de cette matrice foncière vietnamienne, on voit aussi apparaître à partir de 2003 des modifications qui rendent possible non pas les appropriations de terres à grande échelle, parce qu'il n'y a pas de système concessionnaire au Vietnam, mais malgré tout, la possibilité de transformer le foncier en capital et donc aussi pour l'État et pour l'appareil d'État de se constituer une rente foncière. Dans la loi de 2003, il y a des clauses qui précisent la façon de réattribuer les terrains à l'État et ensuite dont l'État peut réattribuer des terrains à un certain nombre de nouveaux usagers. Et les réattributions se font pour des raisons d'intérêt public qui comprennent l'intérêt public pouvant être économique. Donc les parcs de loisirs, les zones d'habitation font partie de cet intérêt public de nature économique qui est évidemment très critiqué par la suite. Il y a aussi, à partir de 2003, un assouplissement vraiment notable de la planification
qui fait que, au-delà de l'État central, les provinces, les districts peuvent agir sur la planification pour transformer le statut des terres et transformer par exemple des terres agricoles en terres urbaines, ce qui leur permet de lever du foncier pour mettre en place des grands projets d'industrialisation par exemple ou de développement de l'urbain. Les passages de catégorie à une autre sont assouplis. La seule catégorie qui est vraiment toujours très protégée par le droit en théorie, ce sont les rizières, puisqu'il est quasiment impossible de transformer une rizière en un autre type d'utilisation du sol, y compris agricole. Bon, malgré tout, vous pouvez imaginer, il y a une certaine, dans cette planification, il y a une certaine marge de manœuvre qui est laissée aux échelons les plus bas, en particulier les communes et les villages, qui peuvent en fait d'une certaine façon, gérer leurs terres comme il leur semble, à condition de respecter les grands quotas qui ont été décidés à plus haut niveau. Donc du coup, évidemment, il y a des jeux entre les différents types de terres qui peuvent avoir lieu. Et puis, le Vietnam se dote aussi d'un système de fixation des prix qui est extrêmement favorable aux institutions, puisque les terres agricoles voient leur prix fixé sur le prix, sur la valeur de la production, donc la valeur réelle, je dirais, de ce qu'elles fournissent, alors qu'ensuite, une fois ces terres transformées du statut des terres agricoles en terres urbaines ou terres de l'industrie, elles peuvent être vendues au prix du marché, et donc par comparaison avec la valeur des terres adjacentes ou dans les différentes localités. Et donc ce système permet à l'État et à ces différentes institutions, aux différents niveaux, aux différents échelons, de lever de la terre pour mettre en place des projets de développement. Et au même moment, dans la même période, l'État incite en fait les provinces et les districts à développer, en fait, à mettre en place des plans d'investissement et de développement des institutions, de leur localité, en levant du foncier, et donc les incite vraiment de façon nette, après avoir mis en place les possibilités de le faire dans le droit. Le régime de propriété cambodgien, il est complètement différent, il se constitue de façon très différenciée du régime vietnamien. Il est beaucoup plus simple aussi puisqu'il y a deux lois foncières, celle de 1992 et puis celle de 2001. Il y a un code civil aussi qui a été passé en 2007 et un code de procédure civile qui date de 2011 qui contient énormément de dispositions foncières mais qui n'est pas du tout appliqué. Et je reviendrai plus tard sur cette non-application. Donc c'est un régime de propriété classique, inspiré du Code civil français, avec la production de trois types de biens, donc des biens par nature, des biens par fixture, je ne sais plus ce que ça veut dire, par équipement, par attachement à la terre, et des biens par le droit. À ces types de biens qui en fait sont présentés au début de la loi, mais qui ont finalement peu d'impact, s'appliquent trois principaux types d'appropriation qui sont la propriété, la possession et la concession. Ces trois types d'appropriation, au-delà de ces trois types d'appropriation, il n'y a aucune référence à des catégories spatiales ou sociales au sein du droit foncier cambodgien, ce qui est en fait classique en régime de propriété, puisque ce sont des régimes qui cherchent l'échangeabilité de tous les types de biens. Il n'y a pas de catégorie sociale, tout le monde a le droit d'accéder à la terre, sauf les étrangers. Mais il n'y a pas de différenciation au sein de la société cambodgienne. Il n'y a pas non plus de production de catégories spatiales qui organiserait l'espace a priori. Donc l'espace doit être organisé par le processus de la propriété de façon relativement classique. Donc l'espace est conçu comme étant a priori homogène et peu hiérarchisé, ce qui est très différent de l'organisation par le Vietnam. Alors malgré tout, malgré cette recherche d'homogénéité, il y a des catégories qui ne sont pas spatiales, mais qui ont la capacité de produire de l'espace. Donc ce sont les grands systèmes de distinction que sont les trois régimes d'appropriation, la propriété, la possession et la concession. Et puis le fait que l'État se dote et crée en fait deux grands domaines qui sont le domaine privé et le domaine de l'État, lui-même subdivisé en deux sous-domaines, le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Et ces deux grands systèmes de distinction font l'originalité et la force d'une certaine façon de la transition foncière cambodgienne. Alors je vais essayer de vous les résumer parce que c'est pas forcément... Il me reste combien de temps? Parce que je n'ai pas calculé. Ça fait presque une heure. C'est vrai? Waouh!
Excusez-moi, il faut que j'accélère un tout petit peu. Alors, ces catégories d'appropriation, ce qui est intéressant au Cambodge, c'est le régime de la possession qui est mis en place en 89, qui est un régime dont les juristes retrouvent la trace en fait dans le droit féodal cambodgien, mais surtout qui a été réinventé et recréé par les Français au moment du Code civil de 1920. Le régime de la possession que je vous ai décrit tout à l'heure est le seul régime qui est reconnu par le droit jusqu'à 1992. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que jusqu'à 2001, le droit cambodgien ne précise pas, en fait, le passage de la possession vers la propriété. La loi de 1992, par exemple, indique que à partir du moment où il y a une possession qui a été constatée de 5 ans, la possibilité pour les individus de demander à passer à un régime de propriété. Or, la loi ne reconnaît pas la propriété de la terre. Donc, il y a une confusion au sein même du texte juridique cambodgien. Il y a une clarification qui est faite en 2001, puisque la loi de 2001 reconnaît que la possession est un régime temporaire, et c'est une possession acquisitive qui donne droit à la propriété au bout de 5 ans. Le problème, c'est qu'en même temps qu'il y a ce renforcement du régime de la possession, la loi de 2001 reconnaît aussi la possibilité de détenir des titres de possession. En même temps, la loi annule le régime de la possession, puisqu'à partir de 2001, il n'est plus possible de créer de nouveaux espaces sous le régime de la possession s'il n'y a pas déjà eu le constat de ces 5 ans d'occupation. Donc, dans le même mouvement où le régime est renforcé, il est annulé par la loi, puisque à terme, toutes les terres sous régime de possession doivent devenir des terres sous régime de la propriété. En même temps, en 2001, l'État cambodgien, qui ne l'avait pas encore fait, le législateur crée la possibilité, crée le fait que la propriété publique de l'État, la propriété de l'État soit constituée de toutes les terres qui ne tombent ni sous le régime de la possession, ni sous le régime de la propriété. Ce qui n'était pas le cas dans la loi de 1992, puisque la propriété de l'État était constituée de toute une série d'objets ou de lieux qui étaient énumérés sous la forme d'une liste un petit peu à la Prévert, les forêts, les zones dans lesquelles il y avait des infrastructures. Et donc, de façon classique, je dirais aussi dans un régime de propriété, en 2001, l'État fait l'acquisition de la propriété de tout ce qui n'est ni sous le régime de la propriété privée, ni sous le régime de la possession. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus la possibilité pour les Cambodgiens, au moment de migration ou en lien avec la pression démographique, d'étendre le domaine privé. Et c'est l'État qui détient cette possibilité. Il crée d'ailleurs des outils que certains juristes présentent comme étant compensatoires à la disparition du régime de la possession. Donc l'État a la possibilité de vendre des terres de son domaine privé. Mais pour vendre des terres, il faut qu'il y ait une décision du Premier ministre. Donc ce sont des ventes de terres qui sont de dimensions très importantes et ça peut concerner uniquement des personnes très aisées ou des entreprises importantes. Et il crée aussi un régime qui s'appelle le régime de la concession sociale, qui sont des terres qui peuvent être attribuées à des paysans pauvres ou sans terre par l'État et qui ensuite peuvent être transformées en propriété privée. Le problème du régime de la concession, c'est dans la loi, il est indiqué que la concession ne peut pas être reconnue s'il y a déjà une occupation et que c'est l'État qui doit la créer et la mettre en place par un contrat. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de compensation puisque l'État maîtrise l'ensemble du processus de transformation en propriété privée. Alors voilà pour résumer le contenu du droit cambodgien, où on voit que des deux côtés, il y a une maîtrise de l'espace, mais elle ne se fait pas du tout de la même façon. Du côté vietnamien, elle se fait plutôt par l'organisation préalable à la propriété, alors qu'au Cambodge, c'est la propriété, et c'est par la maîtrise de la propriété de son propre domaine que l'État contrôle en fait les dynamiques de la propriété privée. Je ne vais pas avoir beaucoup le temps de vous parler de la façon dont se sont constitués ces textes de loi. Ce qu'il faut retenir du Cambodge, c'est que le droit a été écrit par tout un tas de coopérations étrangères différentes à des moments différents. Donc des juristes américains, Tsedinki et Upam, parlent de vagues d'experts étrangers, parlent aussi de systèmes de patronage de ces grandes coopérations qui se mettent en lien avec des ministères et qui ont une approche compétitive et qui vont d'une certaine façon s'opposer dans la constitution du système juridique. Donc
En fonction des domaines du droit au Cambodge, on va retrouver du droit écrit par des Canadiens, des Américains, des Français, des Japonais. Et on va retrouver ça au sein même du cadre juridique foncier, puisque jusqu'en 1989, ce sont les Vietnamiens qui écrivent le droit au Cambodge. En 1992, a priori, ce sont des juristes français et la loi est une reproduction assez parfaite du Code civil de 1920. Donc c'est un droit de type romano-germanique. La loi de 2001, elle a d'abord été écrite par des Cambodgiens en khmer, un premier draft. Ensuite, ce draft a été rejeté par l'Assemblée nationale. Et des Français ont recommencé à écrire le texte en français. Il a été traduit en khmer et en anglais. Ensuite, il a été, ce draft a été utilisé. À ce moment-là, il y avait des compétitions entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de la gestion foncière. Et donc, il y a eu des introductions de droit de common law à l'intérieur de ce texte-là. Et c'est un droit qui est extrêmement composite. Il y a aussi la Banque asiatique de développement qui a fait du lobbying pour transformer le contenu de cette loi et introduire d'autres éléments qui pouvaient être efficaces. Donc du coup, la loi est assez composite et ce qui explique un petit peu aussi son caractère. Et puis, dans un dernier temps, c'est la coopération japonaise qui, du fait de sa proximité avec le ministère de la Justice, a obtenu de rédiger le Code civil, et non pas les Français, parce que les Français avaient obtenu la rédaction du Code pénal un petit peu avant, et ils n'avaient pas le temps de faire les deux à la fois. Du coup, on retrouve un droit extrêmement hétéroclite, non hiérarchisé et largement déconnecté des réalités locales et inapplicable. L'approche compétitive aussi, elle se traduit autour des années 2000 par un phénomène de concentration aussi des pouvoirs autour du ministère de la gestion foncière, qui est créé en 1999, qui a les compétences en matière de définition des politiques, de titrement, et qui obtient aussi des compétences en matière de justice, puisque le système judiciaire n'a pas la capacité de régler les conflits fonciers. Et donc c'est ce ministère qui met en place des commissions de résolution des conflits fonciers. Donc il concentre les compétences autour du foncier, autour de lui. Et il se produit aussi progressivement, je dirais, une concentration des compétences autour de la coopération allemande, qui d'abord participe à un gros projet de titrement en 2002, avec la coopération finlandaise et la Banque mondiale, puis qui ensuite met en place un nouveau projet en 2005, dans lequel il n'y a plus la coopération finlandaise, mais encore la Banque mondiale. En 2009, la Banque mondiale produit un rapport qui critique la façon dont sont mis en place les concessions sociales et le titrement. La Banque mondiale est remerciée par le Cambodge et donc se retire en fait du projet. Depuis, elle est revenue, je vous rassure, mais elle se retire du projet pendant un certain temps et donc il y a une très forte concentration des pouvoirs de la coopération allemande au sein de ce ministère. Et du coup, la coopération allemande est maintenant partie du ministère puisqu'elle a reconnu l'échec du titrement au Cambodge, mais pendant pas mal de temps, il y avait une véritable obsession du titrement et du cadastre sur le modèle allemand. Il était absolument impossible à toute autre coopération de pouvoir discuter de la production du droit. Les Japonais se sont fait envoyer bouler par le ministère de la gestion. Les Français passent leur temps à râler parce qu'ils ne peuvent pas travailler sur le foncier au Cambodge. Alors bon, je vous fais un tableau un peu exagéré. En tout cas, il y avait vraiment une forte concentration qui est en train un petit peu de se défaire. Le ministre a changé récemment. Ça explique en grande partie la non-application du Code civil qui a été produit par le ministère de la Justice, donc qui est complètement détaché de toutes les affaires liées au droit, qui ne connaît pas ou qui n'a peu de pratique sur le foncier et qui du coup n'a pas été appliqué ou n'est toujours pas appliqué. Il y a aussi au Cambodge une très forte instrumentalisation du droit par le Premier ministre qui, avant chacune des échéances électorales, s'empare du droit pour essayer de corriger un certain nombre des effets sur le foncier. Et donc en 2012, il a entre autres édicté un ordre 01 qui était un moratoire sur l'attribution des concessions économiques. Il a refait la même chose en 2016. Là, on est dans une période préélectorale. Donc à nouveau, Hun Sen produit des ordres et des sous-décrets qui réorganisent les institutions et qui annulent un certain nombre de concessions économiques. Donc il joue sur le droit de façon très importante, il met et place et déplace les ministres aussi de façon à répondre à son projet. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de la population, le droit, finalement, la corruption et l'instrumentalisation du droit par les instances politiques et aussi le fait que le droit soit écrit par des coopérations étrangères et soit toujours représenté comme étant étranger à la population fait que le droit n'est pas connu de la population qui par contre pense qu'il n'y a pas de problème dans le droit. C'est-à-dire que tout le monde, des ONG, à part quelques juristes qui reconnaissent que le droit peut
qu'un droit non appliqué est un droit qui ne fonctionne pas très bien. La plupart des gens pensent que le droit est bon, il a été écrit, il ressemble à d'autres droits étrangers, et d'une certaine façon, la corruption cache le contenu du droit et il n'est pas connu et il est reconnu comme étant positif. Il faut savoir aussi que la propriété privée est très bien reçue au sein de la population cambodgienne, et comme le droit foncier est associé à la propriété privée avec la loi de 2001, il y a aussi une réception qui est assez positive. Voilà pour ce qui est du droit, de la production du droit au niveau du Cambodge. En ce qui concerne le Vietnam, il y a 2 périodes en fait. Il me reste pas de temps, c'est ça? Mais bon, j'arrive un petit peu. Ouais, je suis trop longue. En plus, vous devez commencer à être fatigué, je suis désolée. Bon, il y a trop de choses. Il y a trop de faits, quoi. On n'y arrive pas. Bah oui, mais si je l'ai dit. Si je l'ai dit, il y a les grandes idées. Alors, pour ce qui est du Vietnam, pour ne pas rentrer dans tous les faits, pendant longtemps, le foncier a été un domaine réservé qui était écrit uniquement par des juristes vietnamiens, avec très peu d'impact et très peu de conseils, je dirais, juridiques venant de l'étranger. Et les lois étaient, comme en Chine, utilisées comme laboratoire de production du territoire et de la société. Et donc, il y avait un certain nombre de décrets, de dispositions qui étaient d'abord expérimentées dans les provinces et puis ensuite qui étaient insérées dans le droit. Et c'est pour ça que le droit fonctionne pas mal par empilement en fait, de nouvelles dispositions. Il y a un changement important autour de 2005-2008 avec l'arrivée d'acteurs étrangers qui vont commencer à fournir du conseil juridique. Un moment important, c'est le fait que le Vietnam accepte l'aide de la Banque mondiale à partir d'un très gros projet de la Banque mondiale et aussi reconnaît la possibilité et l'intérêt éventuel de commenter les textes de loi avant leur promulgation. Alors du coup, ça se produit autour de la loi de 2013. La dernière loi, c'est une loi qui a été très âprement et très, je dirais, de façon très intéressante, discutée à l'intérieur du territoire par les Vietnamiens eux-mêmes, mais aussi très travaillée par les coopérations étrangères, qui organisait un système de plaidoyer pour modifier le contenu de la loi. Alors, entre autres, il y a un programme qui a été financé par la coopération du Royaume-Uni et mené par Oxfam, qui a mis en place un programme de support pour faire du plaidoyer autour de la production du droit foncier et aussi de la Constitution. Ça a débouché sur la formation d'une coalition d'ONG locales et internationales qui peuvent faire du plaidoyer. Donc il y a eu beaucoup d'activités autour de cette production de loi. Malgré tout, il y a de très fortes résistances au changement qui se manifestent, puisque la loi de 2013 en fait n'a pas fondamentalement changé, elle est extrêmement complexe comme je vous l'ai décrite, elle n'a pas, les grands principes restent toujours les mêmes, et du coup il y a une très grande déception, aussi bien des acteurs étrangers que d'une partie de la société civile, mais il faut savoir que la société civile, elle s'exprime encore relativement peu, et elle est largement emmenée par Oxfam et par d'autres grandes ONG, dans ce procédé de transformation. Donc du coup, le droit continue à être utilisé par une partie, en tout cas, parce qu'il ne faut pas considérer que l'ensemble de l'État vietnamien a la même perception du droit, mais au niveau de l'Assemblée nationale et du Politburo, il y a toujours, cette loi de 2013 manifeste en fait la volonté de continuer à produire du droit sans se laisser trop influencer par l'extérieur et par les pressions internes. Donc, la place du droit est très différente dans les jeux et enjeux de pouvoir dans les 2 pays, avec d'un côté un droit qui est plutôt expérimental et qui exprime une résistance de l'État par rapport à l'étranger, alors qu'au Cambodge, il y a une forte instrumentalisation et en fait un désintérêt relatif du droit dans son écriture par les différents types d'acteurs. En ce qui concerne les effets sur l'espace, c'est là où je vais essayer de gagner du temps. On peut observer en fait dans la façon dont est produit les espaces dans les 2 États des différences qui sont liées aux formes de la façon dont a écrit le droit et ce que contient le droit. Alors du coup, les effets communs, je ne vais pas trop vous les décrire, puisqu'on retrouve en fait les mêmes propriétés de l'espace que celles que décrit Lefebvre pour le droit abstrait, pour l'espace abstrait, avec entre autres choses, ça c'est relativement amusant, hein, mais la manifestation dans l'espace ce qu'il appelle le phallique, en fait, qui est la production de symboles pour remplir le vide que laisse le passage à la propriété par des éléments assez faciaux. Alors, au Cambodge et au Vietnam, cette
mise en scène de l'espace urbain se produit sur des modèles étrangers. Donc là, ce sont 2 cités, Siputra, et il y a la même à Hanoï et à Phnom Penh, avec des éléments en fait, qui sont là pour remplir le vide laissé par la propriété privée. En revanche, il y a quand même des différences notables dans la façon dont l'espace est produit en lien avec la façon dont a été écrit le droit. C'est du côté du Cambodge la multiplication des appropriations à très grande échelle, qui sont rendues possibles par la constitution du domaine de l'État, avec aussi des processus de fermeture sécuritaire qui sont liés à la progression isolée de la propriété. La propriété est créée à partir de la possession, mais elle se développe en fait à un rythme qui est relativement lent, et donc du coup il y a des oppositions très marquées entre les espaces qui sont appropriés sous le régime de la propriété et ceux qui restent sous le régime de la possession. Du coup, je vais vous montrer, en fait en gros ça correspond à cette photo-là, c'est-à-dire qu'on retrouve dans l'espace rural cambodgien des parcelles qui sont fermées, délimitées, et qui sont posées quasiment au milieu du reste de l'espace, et dans lesquelles il y a une obligation pour les nouveaux propriétaires de délimiter leur espace, puisque ce ne sont plus des espaces qui sont liés à la pratique, et la seule façon de connaître la dimension des terrains qui est appropriée est cette délimitation. Donc les espaces peuvent rester pendant 10 ans non utilisés, ouverts, il y a la possibilité d'entrer et sortir sur les terrains. Malgré tout, ils sont fermés de façon à constituer la propriété. Et ça, c'est un phénomène très intéressant qu'on retrouve au Cambodge et pas du tout au Vietnam, puisque au Vietnam, il n'y a pas cette possibilité de créer de la propriété privée à partir de rien, il y a aussi un processus de privatisation des espaces publics et de destruction du patrimoine qui est très très fort au Cambodge et qu'on retrouve de façon beaucoup moins, enfin qu'on ne retrouve pas côté vietnamien. Du côté du Vietnam, ce qu'on voit émerger dans l'espace, c'est plutôt la force de l'appareil d'État et de sa planification, avec d'une part la micro-fragmentation parcellaire. Quand le Vietnam a distribué des titres de propriété, des droits d'usage individuels, excusez-moi, il l'a fait de façon très rapide et brutale au début des années 90. Je vais vous montrer, parce que sinon je ne vais jamais vous montrer mes images. Voilà. Dans les années 90, il a distribué toutes les terres, que ce soit les terres agricoles ou les terres forestières, en créant une micro-fragmentation qui rendait impossible la mise en culture de ces espaces. Donc, dans les années 90, ça pouvait paraître complètement hors de propos. Et il se trouve qu'aujourd'hui, cette micro-fragmentation parcellaire, elle empêche les processus de concentration. Les empêche pas totalement, mais elle les rend beaucoup plus difficiles. Et finalement, elle crée une certaine force sur l'espace des sociétés qui sont aujourd'hui valorisées pour mettre en place soit des plantations individuelles, soit des systèmes agricoles. Ce qu'on voit aussi, c'est du côté du Vietnam, la surproduction d'espaces publics. Alors qu'au Cambodge, les bâtiments du public et puis les espaces dédiés au public sont très réduits, au Vietnam, ils prennent une dimension absolument gigantesque et ils sont mis en scène. Alors là, par exemple, c'est le comité populaire de Lao Cai qui est en construction, donc c'est un petit peu ancien, maintenant il est fini. Et donc, toutes les grandes capitales de province ou de districts se sont dotées de nouveaux espaces pour l'administration absolument gigantesques, en expropriant énormément de personnes, des bâtiments très importants pour mettre en évidence l'espace public. Il y a aussi une mise en scène très importante de la planification comme instrument de pouvoir par Hanoï. Et donc là, vous avez le plan du Grand Hanoï en 3D qui est exposé dans je ne sais pas d'ailleurs trop exactement le City Hall de la planification à Hanoï, et qui présente en fait aux citoyens tous les projets pour l'espace qui sont les projets de la société. Donc on le voit on voit la force de l'État et de la planification au Vietnam dans la dimension des infrastructures, dans la dimension des bâtiments publics, et du coup cette fragmentation et comment dire, le procédé de production d'espaces sécurisés, fermés, que l'on voit au Cambodge, n'existe pas au Vietnam du fait de la puissance publique. Je vais terminer par cette image qui, alors évidemment, on ne la voit pas, zut. Il faudrait éteindre la lumière. Donc c'est une image Google Earth de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Donc on est ici, vous avez le Cambodge avec des... je peux le faire là, pardon. Oh, c'est pas très grave. On voit ici une énorme plantation d'EVA en fait sous le régime de la concession côté cambodgien. Donc il y a des forêts et puis des énormes espaces de concession ici.
Et la frontière vietnamienne, si on enlevait le trait jaune, on verrait quand même la frontière vietnamienne. Et du côté du Vietnam, c'est aussi des plantations d'EVA, mais c'est une petite colonisation agricole avec un parcellaire, une fragmentation du parcellaire très importante. Donc il y a peut-être moins de forêts côté vietnamien, mais on a des densités de 300 à 400 habitants au kilomètre carré, alors qu'on a 10 à 15 habitants au kilomètre carré côté cambodgien. Et du coup, on voit toute la frontière entre le Vietnam et le Cambodge est visible à l'œil nu, sans même que l'on trace en fait sa limite, et on voit dans les paysages se mettre en place, on voit très bien les choix politiques qui ont été faits et l'impact d'une certaine façon du droit sur le paysage. Et pour finir, une note un petit peu, je dirais, positive, avec, bon alors d'une part la violence des conflits dont je n'ai pas eu le temps de parler, hein, qui est aussi la violence produite par l'État de façon différente des deux côtés, mais aussi la force créatrice de la société, avec des gens qui sont en train de pique-niquer sur l'île de Koh Pik, qui est une île entièrement privatisée et qui est réappropriée par la société de façon différente de ce qui est prévu par le droit et prévu par la planification. Voilà, je vous remercie. Je suis désolée d'avoir été aussi longue et aussi dense. Heureusement que je n'ai pas mis le Laos. Non, je suis désolée, j'ai tendance à toujours occuper l'espace. Il faudrait que je fasse ma première... Bien. Évidemment, si vous avez des questions. Ok, bah écoute, merci beaucoup Marie. On a exposé montre bien que si on a depuis les années 80-90 effectivement une multiplication de réformes législatives, réformes des politiques en faveur de la propriété privée, on a des processus qui sont extrêmement différents en fonction des pays et des contextes et qu'il faut donc y regarder de près sur l'analyse de ces processus. La comparaison Vietnam-Cambodge entre deux pays voisins qui partagent un bout d'histoire commune est effectivement très claire là-dessus, quoi. Et je trouve intéressant, c'est en fait il y a une question derrière sur finalement que le droit structure les pratiques et les représentations. En fait, on voit là un droit en train de se construire en même temps que se construit la propriété privée ou les transformations des modes d'accès à l'espace, puisqu'on part de régimes autoritaires où finalement le droit n'existe pas, quoi. Dans un régime socialiste standard, c'est finalement plus la décision du parti qui vaut force de loi. Et donc le droit n'existe pas ou peu en tant que dispositif autonome s'imposant éventuellement aux puissants et au pouvoir lui-même. Il me semble qu'il y a un débat intéressant autour de ça dans ces processus de réforme. On a à la fois l'émergence d'un droit foncier qui essaye de réorganiser le rapport à l'espace, le rapport à la possession ou à la propriété dans l'espace local, mais qui en même temps est parallèle à l'émergence du droit dans la société elle-même, quoi. On a ce double parallèle avec du coup la question du rapport entre effectivement dans quelle mesure le droit finit par exister de façon autonome et à pouvoir s'imposer aux autorités eux-mêmes par rapport finalement aux politiques et au pouvoir, quoi. Et dans quelle mesure, du coup, ce que tu nous montres et ce qu'on voyait à la fin sur les concessions économiques et les autres, c'est le produit du droit ou c'est le produit des politiques et des décisions des acteurs en situation de pouvoir, quoi. Donc là, il y a un débat autour du droit. Donc on va prendre évidemment du retard déjà fait, mais on va prendre une première série de questions. Alors, on commence Jean-Pierre, Samadi, Eric. Et donc je vous donne le micro, encore une fois, pas pour la salle, mais pour les auditeurs. Rapidement, pourquoi parler de mondialisation et pas de globalisation ? Pourquoi parler de mondialisation alors qu'en fait tu as fait des exposés sur les droits nationaux et qu'on a vu qu'en filigrane en quoi ces législations nationales pouvaient être influencées par la mondialisation à travers éventuellement les tendances à la propriété privée ou le Premier ministre qui se réserve le droit de vente des terres à grande échelle, etc. au Cambodge. Quatrièmement, pourquoi parler de force du droit alors qu'en fait tu n'arrêtes pas de nous dire qu'on a un droit déconnecté des réalités et un droit non appliqué. Merci. Oui, merci. Bien, merci pour ce voyage dans ces contrées que personnellement je ne connais pas, mais où j'ai retrouvé beaucoup de choses un petit peu similaires avec les réalités nord-africaines. On va en parler peut-être demain. Mais là, j'ai été frappé par quelque chose que vous avez évoqué, c'est cette impossibilité de transformer les catégories de terres, surtout quand il s'agit de rizières.
Et ça m'a interpellé tout simplement parce que maintenant on parle vraiment du miracle agricole du Vietnam et on le donne comme un exemple d'un pays qui a réussi, qui passait d'un pays importateur de riz à un pays qui peut l'exporter. Est-ce que l'effet de droit n'a pas joué aussi dans ce sens? Oui, d'abord merci, c'est extrêmement intéressant. Ce qui frappe quand même, c'est dans les deux pays, à travers des processus différents, c'est la superposition de strates et d'un régime foncier, enfin deux régimes fonciers extrêmement complexes, qui se prêtent évidemment à toutes les manipulations par les personnes de pouvoir. Mais ce qui attire mon attention dans les deux cas, c'est quand même finalement le poids des structures démographiques et le fait qu'au Vietnam, les densités contraignent l'État à constamment, comme tu le disais, expérimenter au plan local des mesures qui sont ensuite incorporées au droit, et d'une certaine façon dans des logiques qui rappellent un peu la common law ou le droit, la façon dont fonctionnait le droit provincial autrefois en Europe. Et dans une certaine mesure, on a quand même l'impression que le poids de la société rurale et les structures de fragmentation contraignent énormément la marge de manœuvre de manipulation politique de la législation par les pouvoirs aussi bien locaux que... Mais je ne sais pas, peut-être que tu pourras infirmer ça. Oui, merci pour l'exposé, c'était vraiment extrêmement riche. Alors évidemment, c'est un petit peu débordé, mais c'est parce que c'était riche, justement. Moi, j'avais une petite question côté Cambodge, en fait, sur le fait qu'il y avait... Enfin, tu l'as dit, mais j'aimerais bien avoir un peu la conclusion du débat. C'est d'un côté, il y avait ce gros programme de titrage mené en particulier par la GTZ, enfin la coopération allemande. Et de l'autre côté, il y a le régime des concessions qui a été extrêmement puissant, qui a même entraîné à un moment donné, je crois, un moratoire de la Banque mondiale, tellement il y avait des concessions, c'est-à-dire c'était un tiers du territoire quasiment. Et la question, c'est quand les deux se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qui gagne au fond? Parce que c'est un peu ça l'enjeu quelque part. Alors peut-être que pour les premières questions, je pense que comme c'est quand même un travail que je suis en train de rédiger, et je pense que j'ai peut-être trop parlé de ce que contenait le droit pour pas assez parler finalement des jeux de pouvoir et de ce qui avait lieu autour du droit, puisque la mondialisation, en fait, c'est surtout ça dans ce que je voulais montrer. D'une part, c'est que comment on va, sans le dire ou en le disant, vers la propriété privée et puis pour mettre en place le marché, et comment aussi les deux États, en fait, sont travaillés par des institutions pour transformer leurs droits. Et alors avec le Vietnam, ça se traduit encore par des résistances, mais il y a un certain nombre d'avancées qui sont présentes dans le droit et qui évoluent. Au Cambodge, il y a quasiment pas de résistance. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on retrouve en fait les mêmes acteurs des deux côtés, c'est-à-dire les mêmes coopérations, les mêmes bailleurs de fonds, et qui n'ont pas les mêmes discours et qui les adaptent en fait à la place que prend le droit. Donc côté vietnamien, c'est comment dire, l'État continue à conserver, à vouloir en tout cas maintenir au moins l'illusion de sa maîtrise de la production du droit, alors que du côté cambodgien, on ne le retrouve pas. En ce qui concerne la force du droit, moi, il me semble que même si le droit n'est pas appliqué, le fait d'avoir créé simplement, par exemple, la propriété privée au Cambodge fait que les citoyens cambodgiens et les Cambodgiens pensent, sans connaître absolument ce que contient le droit, que la propriété privée est le régime d'appropriation qui est celui du Cambodge. Alors qu'au Vietnam, on n'a pas du tout cette représentation-là de droit qui pourrait se constituer individuellement par rapport au foncier. Donc je pense que dans le détail, le droit est peu ou mal appliqué, il peut être incohérent, hétéroclite, mais un certain nombre de grands principes qui sont contenus dans le droit, eux, ont une certaine force et peuvent produire en tout cas des espaces différenciés. Alors, c'est peut-être pas suffisamment mis en évidence et un petit truc aussi qui manque de l'exposer, c'est le fait que peut-être ces politiques sont justement complémentaires, c'est-à-dire que le Vietnam peut se permettre de garder une emphase sur les petites propriétés agricoles parce qu'il peut faire des grands accaparements de terre du côté cambodgien. Oui, j'ai pas. En fait, il y a effectivement, il y a énormément d'explications qui sont liées à des contextes et qui sortent du droit. Dans mon exposé, j'ai voulu essayer de rester dans le domaine du droit pour regarder ce qui se produisait et ce qui pouvait faire du sens. Mais il est évident que, par exemple, la construction de
la légitimité du pouvoir vietnamien. Elle se construit beaucoup sur sa capacité à répondre aux attentes d'une partie de la population, que ce sont des populations rurales. Donc en gros, c'est la majorité kin vietnamienne et que c'est des gens qui demandent à accéder aux terres, donc avec des systèmes de petites propriétés. Ce qui lui permet d'exporter ses problèmes ailleurs et qui effectivement continue à attiser les tensions entre les deux États, le Vietnam et le Cambodge. Donc ça, oui, c'est sûr. En fait, j'ai pas mal réduit, parce que heureusement, hein, pour vous, j'ai beaucoup réduit mon intervention en essayant de rester à l'intérieur du droit. Mais en fait, il faudrait passer du temps pour commenter chacun des événements qui se produisent et la façon dont les coopérations arrivent dans le pays à certains moments. Il y a évidemment tout un tas d'autres contextes qui dépassent le droit. Mais ce qui me semble assez intéressant, c'est que en restant dans le contexte du droit, on voit en tout cas ces jeux de pouvoir et ils sont quand même, enfin comment dire, ils produisent quelque chose qui va avoir un impact sur l'espace, me semble-t-il. Enfin, parmi les questions qui m'ont été posées, oui, la question, excusez-moi, sur les catégories de terre, je pense que c'est peut-être une des raisons de la réussite vietnamienne, justement, d'avoir cette rigidité, en fait, puisque les terres rizicoles sont protégées par le droit et peuvent être très difficilement transformées. Ça permet au Vietnam de continuer, alors que la production de riz n'est pas forcément très rentable pour les populations. Hein, ça continue à obliger en fait les producteurs à produire au moins une fois dans l'année du riz sur les terres rizicoles, éventuellement à les utiliser pour autre chose sur les 2 autres saisons. Donc ça lui permet d'exporter du riz et de continuer à se positionner sur ce marché-là. Mais c'est une difficulté pour les producteurs vietnamiens par contre, parce que pas mal aimeraient bien changer de production pour des productions qui seraient plus rentables. En ce qui concerne la question sur les strates, le poids de la démographie et aussi cette façon laboratoire de faire les lois qui ressemble un petit peu à la common law, je pense que oui, qu'en fait le gouvernement vietnamien, et je l'ai vu dans les entretiens que j'ai faits auprès des différentes institutions, les différents ministères n'ont pas les mêmes points de vue en fait sur le droit, et certains, par exemple le ministère de l'Agriculture va plutôt répercuter un certain nombre de demandes qu'il voit émerger au sein de la population agricole, et donc va tendre en fait vers des modifications qui vont être plus favorables aux agriculteurs. Et le ministère de la gestion foncière, lui est plutôt, c'est lui qui accueille les coopérations étrangères, et lui il a plutôt une vision d'un droit dans lequel l'État devrait se retirer pour laisser faire la propriété privée. Donc il y a ces tensions-là, et l'État est en constante, en fait, je dirais, négociation sur son territoire pour essayer d'établir cet équilibre entre les institutions qu'il a créées lui-même et à la fois les attentes des populations, des agriculteurs et les attentes des bailleurs, dont il a aussi besoin, en fait, pour mettre en place son développement. Donc cette négociation, elle a lieu tout le temps. On peut l'approcher quand on fait des entretiens auprès des différents ministères. Le problème, c'est qu'il y a toujours une boîte noire au Vietnam, qui est la décision du Politburo et qui se fait au dernier moment et qui est très difficile à démêler et à véritablement comprendre. Mais elle reflète évidemment et alors, derrière, il y a aussi évidemment dans les élites les pro-chinois et les non pro-chinois. Enfin, il y a tout un tas aussi de jeux de pouvoir qui sont autres et qui dépassent le cadre foncier, mais qui vont avoir une application sur le foncier. Donc là, c'est vrai, c'est une petite lorgnette que j'ai proposée et qu'il faudrait décortiquer plus pour mieux comprendre tout ce qui se produit. Mais voilà. Et alors, comment dire, la tension entre le titrement et les concessions, en fait, il y a dans la directive de Hun Sen de 2012, il avait proposé un moratoire sur les concessions et puis la politique dite de peau de léopard, qui permettait en fait de distribuer des titres pour les habitants qui se retrouvaient à l'intérieur des concessions économiques. Donc il a envoyé, vous avez dû en entendre parler, des cohortes d'étudiants pour aider à produire du cadastre et à produire des titres. Et en fait, il s'est avéré que dans la plupart des cas, il a produit des titres à l'extérieur des concessions parce que c'était dans des endroits où il y avait peu de tensions. Et à l'intérieur des concessions, dès qu'il y avait des enjeux qui étaient trop importants, les étudiants n'avaient pas du tout la capacité de produire du titre. Donc les populations se sont retrouvées toujours sous le régime de la possession qui a été annulé et se trouvent très faibles par rapport aux concessions.
Donc je dirais que dans ce grand combat, pour l'instant, c'est les concessions qui largement continuent à dominer. Puis on n'arrive pas à savoir. Et en fait, il a annulé à peu près la moitié des concessions l'année dernière, Hun. Donc il a donné des chiffres importants, mais pour l'instant, personne ne sait où est-ce qu'elles sont. Enfin, il y a des sous-décrets qui sont en train de passer. Progressivement, on les voit apparaître. Souvent, ce sont des concessions qui n'avaient pas été mises en valeur ou qui, en fait, continuent à être mises en valeur sans que rien ne se passe. Donc c'est beaucoup d'effets de discours plus que de réalité. Et le Cambodge continue à avoir à peu près 25% de son territoire sous le régime des concessions économiques. Et le titrement a toujours lieu que dans les endroits non conflictuels, en fait. Donc il y a eu quelques avancées, hein, mais c'est pas déterminant. Juste là-dessus, il y a une thèse sur d'Europe du Nord, je ne sais plus où, qui montrait en fait que dans le choix stratégique de l'État, de où est-ce qu'il y avait les politiques d'enregistrement des terres, où est-ce qu'il y avait les politiques de gestion des ressources de forestières, en particulier avec les démarches participatives, délégations, etc., c'était là où il n'y avait pas d'enjeux forts et que de fait, les zones de forêt pour les concessions restaient non touchées par ces programmes-là. On va être obligé d'arrêter, on a déjà plus de 20 minutes de retard. C'est un petit sujet. Ouais.